Suivez le festival Parole Indigo 2018 en direct sur Radio RPA. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes toujours sur Radio RPA, le festival Parole Indigo. Et je suis maintenant avec Latifa Lagdar, historienne, ancienne ministre de la Culture de Tunisie en 2015. Latifa, bienvenue. Merci. Vous travaillez particulièrement sur l'histoire de la Tunisie en tant qu'historienne et vous vous intéressez au rôle des femmes. Que peut-on dire aujourd'hui avec le recul sur le rôle des femmes dans la révolution de 2011 ? On peut dire que c'est un rôle déterminant qui reste jusqu'au jour d'aujourd'hui, un rôle déterminant. Les femmes tunisiennes se sont lancées sur la scène de cette révolution dès ses premiers moments. Elles étaient dans toutes les manifestations de rue, dans tous les sit-ins, dans toutes les grèves syndicales, à l'université, partout sur la place principale de la capitale. Le jour du 14 janvier, elles étaient en masse et cette présence active, déterminante et déterminée avait étonné un peu le monde parce que c'était quelque chose d'exceptionnel, même par rapport à ce qui se passait autour de nous dans le monde arabe. Et j'essaie toujours d'expliquer que c'était quand on connaît l'histoire de la Tunisie, on peut dire que c'était dans l'ordre des choses. Qu'est-ce que ça signifie dans l'ordre des choses ? Parce que la femme tunisienne a bénéficié d'un avantage historique extraordinaire, celui d'être reconnue par l'État national dès les premiers instants aussi de l'indépendance tunisienne, c'est-à-dire dès 1956, l'État qui lui a octroyé un code du statut personnel très très libérateur et qui l'a fait sortir des normes de la religion, des normes sexistes, des normes misogynes de la religion. Donc ça l'a libéré. L'État aussi a pris depuis 1956 d'autres mesures pour accompagner cette libération, notamment sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, sur le plan de l'emploi. Et donc voilà, elle était actrice de son histoire depuis 1956. Après, alors, à partir de 87, nous sommes passés par une période historique politiquement désagréable. Je veux dire, c'était presque une dictature, un pouvoir, disons, autoritaire. Alors, juste pour nos auditeurs, 1987, en Tunisie. C'était le coup d'État de Ben Ali, qui a viré vers une sorte de dictature, d'un quadrillage extraordinaire de la société tunisienne, un quadrillage sécuritaire. Et elles ont résisté aussi au sein de la société civile pendant le règne de Ben Ali. Et voilà, donc quand il y a eu cette révolution, elles sont apparues d'une manière complètement normale pour jouer leur rôle dans cette révolution. Elles sont apparues en pleine lumière donc à ce moment-là, mais ce que vous nous expliquez, c'est que c'est un cheminement qui date, qu'on peut dater de 1956 parce qu'on a cet appui du code de statut personnel octroyé en 1956, mais c'est un cheminement dans la société qui éclate au grand jour en quelque sorte, à la surprise de certains observateurs, mais pas des observateurs avertis comme vous l'êtes. Qu'est-ce que les femmes ont gagné en étant au premier rang de cette révolution de 2011 ? Alors, parce que justement, elles se sont réappropriées même leur histoire sur un plan national elles ont eu cette impression qui est juste. Se rapproprier l'histoire, parce que dans une dictature, on est aliéné quelque part par rapport à tout, presque. Donc, et avec tous les acquis qu'elles avaient, et avec toute la vigilance qu'elles avaient acquise par rapport à l'histoire d'autres femmes dans d'autres pays arabo-musulmans qui, notamment des voisins très proches, qui avaient participé à la révolution. Vous pensez à l'Algérie particulièrement, qui étaient dans le maquis, qui se sont sacrifiés, qui ont subi toute la répression du colonialisme et qui, après, étaient renvoyés à leur camp domestique sans avoir trop d'acquis. Alors,
on était vigilante sur ça, et d'abord parce que nous avions cette liberté que nous a donné le pouvoir d'avant l'histoire de Ben Ali, d'avant 1987, voilà, l'histoire bourguibienne, et puis donc armé de ces acquis, armés de ce statut où nous étions actrices à part entière, nous avons été très vigilantes par rapport à ce qui allait se passer pendant cette transition démocratique qui dure jusqu'à aujourd'hui. Comme je l'ai dit dans la conférence d'hier, le ciel, les perspectives étaient quand même plombées par l'existence de l'islam politique, qui a gagné par les élections, qui était là de la manière la plus démocratique, c'est-à-dire par les élections. Ça signifie qu'il a représenté une certaine expression de la société tunisienne aussi en même temps, parce que ça demande aussi beaucoup d'explications. Et donc, ils étaient là dans la constituante. Ils étaient majoritaires dans cette constituante. Les islamistes. Ils avaient aussi entièrement le pouvoir politique puisqu'ils étaient au gouvernement. Ils avaient le gouvernement même s'ils avaient associé 2 autres partis qui étaient plus ou moins laïques, disons entre guillemets. Mais c'est eux qui décidaient. Vigilance totale. Donc, nécessaire de la part des femmes. Oui, et on a eu des conflits autour des choses que nous avons considérées déterminantes et essentielles pour le statut des femmes tunisiennes, notamment pendant le travail sur la Constitution. Évidemment, partant d'un point de vue conservateur autour de la famille, etc. Par exemple, je cite ça comme exemple, les islamistes ont essayé de faire passer un article constitutionnel stipulant que la femme elle est complémentaire de l'homme, c'est-à-dire un rapport de complémentarité, alors que nous avons pensé qu'après tout ça, nous serons dans un rapport d'égalité. Et donc, conflits, manifestations, pression, etc. Et nous avons fini par gagner cette bataille, donc l'article 41 de la Constitution qui parle de l'égalité entre citoyennes et citoyens tunisiens. C'était dans les termes que nous avons demandé, revendiqué et exigé. Ça, ce n'est qu'un exemple. Et nous avons continué après jusqu'à arriver aujourd'hui à réclamer le droit à l'égalité successorale dans l'héritage, qui est un grand tabou par rapport à la religion et par rapport aux gens qui portent cette idéologie religieuse et politique en même temps. Et donc le parti islamiste oppose encore une fois son refus à ce principe d'égalité dans l'héritage. Il y a un projet de loi, parce que ça a été porté aussi par la présidence de la République actuellement, après, parce que les islamistes, ils ont gagné pendant les élections de 2011, mais ils n'étaient pas premiers pendant les élections de 2014. Et c'est les femmes qui ont joué un rôle essentiel pendant les élections aussi de 2014 pour rééquilibrer les forces politiques dans le pays. Très bien. Donc aujourd'hui, nous en sommes donc, il y a ce projet de loi sur l'égalité successorale. Est-ce qu'il y a d'autres grands enjeux sur lesquels les femmes tunisiennes sont appelées à être vigilantes ? Au niveau des lois, il y a toujours des enjeux. Et c'est fondamental pour nous parce que nous avons que les lois peuvent aussi libérer. Même l'exemple du CSP est là pour dire qu'il a vaincu la réalité sociale. Il a pu... le CSP, le code de statut personnel dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Donc les lois, ça reste essentiel pour nous parce que nous savons que même si pour un moment ça ne marche pas ou s'il y a une partie de la société qui reste réfractaire par rapport à ces lois, mais quand elles sont là, c'est une garantie essentielle pour nous. Donc, évidemment, il y a beaucoup de choses. Il y a la levée des réserves de l'État tunisien par rapport à la CEDA, la Conférence des Nations Unies sur les femmes. Sur les femmes et toutes les inégalités, contre toutes les inégalités qui touchent aux femmes. Et nous avons réussi à ce que l'État informe ou envoie aux Nations Unies qu'il lève les réserves sur cette convention internationale. C'est-à-dire que nous avons aussi veillé à constitutionnaliser tous les principes
qui existent dans les conventions internationales. Les enjeux sont toujours là. L'enjeu, par exemple, parce que pour nous, la révolution tunisienne n'est pas partie sur une base religieuse. La religion était complètement absente au premier moment de cette révolution et même après. Donc, c'est arrivé avec l'arrivée des islamistes sur la scène de cette révolution. Ils sont arrivés a posteriori, un peu après. Voilà. Donc, il y a des lois qui mettaient les femmes tunisiennes dans une certaine inégalité. Par exemple, celui d'avoir le droit d'épouser un non-musulman. Un homme musulman peut épouser une femme non musulmane, mais le contraire n'était pas possible et c'était même un tabou. Il doit obligatoirement passer par le mufti de la République et dire qu'il s'est converti à l'islam, ce qui est pour nous d'un point de vue humain et des droits humains est complètement inacceptable. Il y a la liberté de conscience, nous l'avons défendu aussi et donc par conséquent défendre le droit des femmes musulmanes d'épouser un non-musulman et c'était un peu arbitraire parce que avant c'était pas une loi, c'était une circulaire qui réglementait ça, mais qui était appliquée et sérieusement appliquée. Voilà. Dernièrement, nous avons pu dépasser ce tabou et maintenant, la femme ou les femmes tunisiennes ont le même droit que l'homme tunisien, musulman ou pas, d'épouser un conjoint non musulman. Voilà. D'accord. Alors, on voit que les enjeux sont multiples. Comment les femmes sont-elles organisées? Est-ce que c'est par le biais de syndicats, d'associations, de partis politiques qu'elles s'expriment? Oui, elles sont dans les partis politiques. Elles sont dans la centrale syndicale qui est une force centrale en Tunisie, le GTT. Elles sont dans le GTT. Il y en a même qui sont arrivées à la direction de ce syndicat. Pourtant, vous savez que le milieu syndical ne permet pas beaucoup. C'est quand même des espaces masculins, très très masculins, on va dire. Hein, pour ne pas en France aussi. Pour ne pas dire autre chose. Oui, absolument. Elles sont dans la société civile, dans les associations. On a plusieurs associations de femmes de toutes sortes. Hein. Les femmes chefs d'entreprise, les femmes démocrates, qui est l'association, l'une des plus anciennes associations. Elles sont partout. Les femmes électrices, association des femmes électrices, partout, plusieurs. Il y a une pluralité d'associations. Donc, elles sont partout, dans la société civile, dans les syndicats, dans les partis politiques, même si elles sont pas dans la parité dans ces institutions, mais elles sont là et elles sont très actives et elles sont très efficaces. Latifa Lagdar, merci infiniment d'être venue sur Radio Pays d'Arles en partenariat avec le Festival Parole Indigo. Pour ceux de nos auditeurs qui voudraient continuer ce débat sur la transition démocratique en Tunisie, je vous invite à nous rejoindre demain à 15h à l'espace Van Gogh pour une conférence à laquelle participera Latifa sur le thème Transition démocratique, regard croisé, Tunisie, Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Vivez le Festival Parole Indigo 2018 en direct sur Radio RPA.